facts, big old facts, big old rain, big old change. We do it big. We do it big. Big old facts, big old facts, big old facts, big old facts. Hey, big old rain, big old change. We do it big. We do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 1er août 2025 et justement diffusé sur la télé de Rogers, Gavino Defalco avec Jérémy Filosa. Comment ça va? Hey. Mon bon ami? Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Passez une belle journée jeudi sur les terrains de golf et aussi en train de suivre sur mon téléphone toute l'actualité de ce qui s'est passé dans cette journée de la date limite des transactions. Incroyable. Hey, j'écoutais ça à Rogers Sportsnet, la journée des transactions. Ouais. Quand c'est la date limite au hockey, là, ils ont 12 panélistes, 14 tables, 50 caméras, des spotlights. Ils s'en vont rejoindre des gens à direct dans chaque amphithéâtre. Là, j'écoute ça à Rogers hier. C'était deux inconnus. Un gars, une fille. Je ne sais pas c'est qui. Je les connaissais pas. Dans des studios et tout. Écoute, on a une grosse émission. Je ne sais pas si ça va rentrer dans les 28 prochaines minutes. Là. Oui. On a des statistiques, on a des tableaux, on a des faits saillants, on a des images, on a des vidéos. Beaucoup de passion, beaucoup de moutarde. Mais écoute, on va commencer par un tour de table. Philo, la date limite des transactions est terminée. On va vous montrer dans quelques instants les acquisitions des Blue Jays. Es-tu satisfait du travail de Ross Atkins qui en est peut-être à sa dernière date limite des transactions avec les Blue Jays? Pas de contrat fin de l'année, là. C'est vrai. Ross Atkins, il reste une année, en fait. Là. C'est Shapiro qui est à sa dernière année. Et Schneider aussi. Mais t'as raison, tout le monde pourrait sauter à la fin de l'année si jamais ça ne devait pas fonctionner. Moi, je vais donner un B à l'organisation des Blue Jays pour cette date limite. Je pense qu'ils ont adressé plusieurs inquiétudes qu'on avait, mais pas toutes. On va parler des acquisitions dans quelques instants. Moi, il y a une place où j'aurais vraiment aimé voir les Blue Jays s'améliorer, c'est au poste de premier frappeur. Ce que j'aurais aimé, c'est que les Blue Jays aillent chercher un vrai premier frappeur qui a un haut pourcentage de présence sur les sentiers, qui peut voler des buts, un genre de Steven Kwan de ce monde qui finalement n'a pas été échangé. Mais ça aurait coûté cher, Steven Kwan, Philo. Il aurait fallu vider là, la filiale justement des Jays. Ils l'ont pas fait, puis personne n'a acquis justement Steven Kwan à la date limite des transactions. Mais pour moi, c'est là où il y a une faiblesse, parce que si je te pose la question aujourd'hui, qui est ton lead-off man, puis peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard dans l'émission, la réponse n'est pas claire. Alors, mais pour le reste, je suis quand même assez satisfait. Regarde, on va faire le tour vite. On va regarder ça. On va regarder ça avec le tableau. Là. Les Blue Jays qui ont fait l'acquisition de quelques joueurs quand même importants. Shane Bieber. On va regarder ça pour dans quelques instants. Un lanceur qui a gagné le Cy Young il y a quelques années avec les Guardians de Cleveland. Et quelques moves de profondeur, si tu me permets l'expression. Le receveur Brandon Valenzuela, un receveur des ligues mineures. Également, le lanceur droitier Louis Varland et Ty France, qui s'emmène avec Toronto. Deux joueurs des jumeaux de Minnesota également. Là, on l'a vu, le lanceur qui a été transigé dans le cadre d'un programme double. Là. Il jouait pour Baltimore un match et l'autre match, il jouait pour les Blue Jays. On voit pas ça souvent. Notre ami Sir Anthony Dominguez, quand même bien fait dans ces deux sorties. On en a parlé dans quelques instants, mais les joueurs là, qui quittent les Jays, Will Wagner est parti et Alan Roden. Les autres joueurs, c'est des prospects. Philo, sans dire que c'est quand même intéressant, c'est pas si pire que ça. On a besoin de lanceurs du côté des Jays, puisqu'on sait en relève beaucoup de lanceurs fatigués en première moitié de saison, en deuxième moitié de saison. On arrache un peu depuis la pause match des étoiles. On s'est fait frapper à Baltimore, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. On a besoin de lanceurs, sans dire que c'est des Mason Miller qui... J'aurais aimé ça l'avoir à Toronto, qui est parti à San Diego. C'est pas si pire que ça. Des pas pires bras pour aider l'enclos de relève. Écoute, la première chose, là, on peut parler des deux lanceurs qui s'en viennent
dans l'enclos de relève, c'est-à-dire Louis Verland et aussi la royauté Sir Anthony Hopkins. Non, Sir Anthony Dominguez. Ouais. Et écoute, c'est 2 valeurs sûres, 2 gars qui lancent des balles rapides de feu, qui connaissent de très, très, très bonnes saisons, vont venir appuyer les Hoffman, vont venir appuyer aussi Yariel Rodriguez. Jimmy Garcia, là, pas sûr qu'on va le revoir cette année. En tout cas, il est supposé revenir dans le coin du 20-21 août. Là. On repousse toujours. Là. Coudon, il va-tu être prêt à un moment donné? J'ai hâte qu'il revienne. En tout cas. Pour moi, je l'oublie pour le reste de l'année. Okay. Donc, ça, c'est 2 valeurs sûres. Dans le cas de Bieber, écoute, tout semble bien aller. Il a bien lancé dans les ligues mineures. Je pense qu'on a même des images. Oui. On peut même les présenter, si tu veux. Allons-y avec les images de Bieber et de sa dernière sortie dans les ligues mineures, dans le 2A, il y a de ça 3 jours. 1-2 from Bieber to Lorenzo. The pitch. Swing and a miss on the breaking ball outside half, and Bieber picks up his second strikeout, 2 away in the top of the first. And the 3-2. Swing and a miss, strike 3. Slider downstairs, fans McGonigal. And Akron's done well with them. 0-2. Swing and a miss, strike 3. Bieber. Swing and a miss, strike 3. Change up outside half. Strikeout number 5 for Shane Bieber. Bieber to Clark. Swing and a miss, strike 3. Slider down low and inside. Bieber back-to-back strikeouts, now has 6 through. With Cleveland. 2-2. Swing and a miss. He got him on the fastball. Alors, 7 retraits sur des prises pour Bieber. Donc, ça regarde bien pour un retour au jeu à la mi-août. J'ai bien l'impression que les Blue Jays, à partir de ce moment-là, vont y aller avec une rotation de 6 lanceurs. Ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle. Alors, est-ce qu'on va être capable de retenir ses services au-delà de cette année? Ça, c'est la grosse question parce qu'il a une option à la fin de la saison pour 2026. On verra. Si jamais on peut le garder pour au moins une saison de plus et qu'il lance bien, ce sera une très, très, très bonne acquisition. Ty France, honnêtement, je suis un petit peu sa clôture. Est-ce qu'on avait besoin d'un autre joueur de premier but? Avec le départ de Wagner, peut-être. Il y a quand même des bonnes statistiques. Là. Il y a 44 points produits depuis le début de la saison. Et il frappe très bien contre les lanceurs droitiers. Mais pour revenir à Shane Bieber, il a subi l'opération de type Tommy John. Il y a des lanceurs qui reviennent plus forts, là. Tu sais, juste te donner un nom, Éric Gagné, après son opération, dominant. Shane Bieber, je te le dis, ça peut être une carte cachée pour le mois de septembre et pour les séries. Et ceux qui disent, Eric Lauer, il lance très bien. Là, t'as pas fait d'acquisition de lanceur gaucher à la dite limite des transactions. C'est écrit dans le ciel, là. Eric Lauer, tu t'en vas dans l'enclos de relève, dans les séries, parce que sinon, on a juste Brandon Little. Puis je pense pas que Mason Fluharty, ça peut être ton lanceur gaucher numéro 2 pour les séries. Moi, je pense que c'est ça le plan, là. Si Shane Bieber est dominant au mois de septembre, il va lancer dans les séries, puis mon chum Eric Lauer, dans le bullpen. Mon opinion. Probablement. Puis tu sais, il y en a aussi qui me posent la question sur Manoah, puis moi, je l'ai dit, si Manoah est prêt à revenir, puis ça devrait être le cas dans 2-3 semaines, Manoah va se retrouver dans l'enclos de relève aussi. Là. Il n'y aura pas de place pour lui dans la rotation cette année. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas lanceur partant l'année prochaine. On verra comment il va conclure la saison. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des options. Et là, il va falloir y aller avec, Gavino, les meilleurs. Alors, donnons aux meilleurs la balle. Juste pour compléter sur Ty France, là, 251 de moyenne, 6 circuits, 44 points produits. Tu sais, je ne sais pas à quel point il va... Guerrero est là au premier. Presque à tous les matchs. Peut-être qu'on peut lui donner une journée de congé. La profondeur de temps en temps, Philo, ça peut pas nuire. Présentement, je pense que Ty France est un meilleur joueur que Will Wagner. Wagner, est-ce que c'est un joueur établi dans la MLB? Je pense pas. Donc, Ty France, il va avec un move de profondeur. Tu t'améliores d'un pas à l'autre. Peut-être que ça va te donner 1 ou 2 séries justement au mois d'octobre. Mais tu sais, moi, je pense que le joueur il a été dominant dans la série contre les Orioles, c'est Dominguez. On va regarder tout de suite les images et on revient. North-south action. Got him. Went right back to it, and he strikes out Kowser. Big lead out of second. Runner goes. The step off, the throw, and they got him caught up. And Clement will apply the tag as Dominguez stepped off, and they get Carlson. 2-2 to Holiday. Got him. Look at the action on that splitter. He strikes out Holiday.
Tu sais, rien contre Tommy Nance puis Paxton Schultz, là. Mais bon, tu fais l'acquisition de Dominguez. On l'a vu contre les Orioles. Bon, ses anciens coéquipiers, il a rien donné. 1, 2, 3, on rentre dans l'abri, on défie les frappeurs, on lance des prises, Philo, là. Pour moi, Dominguez, c'est une très bonne acquisition pour les Jays. Ah, moi aussi, je l'aime beaucoup. Puis, écoute, je dois reconnaître le cran qu'il a eu parce que n'importe quel autre lanceur aurait pu être ébranlé de la situation. Non, il change de vestiaire, il s'en va de l'autre bord. Il fait tout de suite un chandail avec son nom dessus. Il s'en va sur la butte et il fait le travail. Écoute, c'est une très, très bonne acquisition. Puis on peut transitionner vers cette série contre les Orioles de Baltimore qui a été malheureusement très compliquée. Mais, tu sais, je comprends pas, Gavino, le baseball majeur, d'ajouter une rencontre un mardi après-midi. Ça fait 4 matchs en l'espace de 48 heures à une chaleur de 45 degrés à Baltimore. Les Blue Jays ont dû rappeler un paquet de gars des ligues mineures, dont Easton Lucas. On avait aussi Ali Sanchez. Estrada également. Estrada. La moitié de l'alignement, là, c'était les Bisons de Buffalo, on va se le dire. Alors, tu sais, série très compliquée qui, pour moi, je la mets aux poubelles, puis je pense à d'autres choses, surtout avec les blessés qui vont revenir bientôt. Alors, en plus, Gavino, jeudi, c'était congé pour les deux équipes. Il y en a des équipes qui ont joué jeudi. Ils auraient pu jouer ce match-là jeudi à 12h30. Écoute, encore une fois, cette série-là contre Baltimore, t'en gagnes 3 sur 4 à Détroit. Bon, tu perds le dernier match le dimanche, ensuite tu t'en vas à Baltimore, tu perds les 3 premiers, dont tu te fais balayer dans le programme double. Et tu le sais, là, mon éternel optimisme, entre guillemets, je commençais à dire, et voilà, les Blue Jays, c'est un écran de fumée, on n'a pas d'affaires là, c'est les Blue Jays, début de saison, jusqu'à temps que Nathan Lucas se présente à la plaque. On regarde. Lucas hits one to deep right field. A 3-run homer. What a moment for the Blue Jays. What a moment for Nathan Lucas. What a much-needed hit right there as he comes off the bench and hits his 4th home run of the road trip and gives the Blue Jays a 9-5 lead. Hey, y en a-tu eu des rebondissements dans cette série-là? On se textait, Gavino, puis on était comme « Ah non, ils vont perdre. Ah, ils vont gagner. Ah non, ils vont perdre. Ah, ils vont gagner. » On a eu des breaks parce que Braden Fisher arrive en 7e manche, les buts remplis, 3 balles 2 prises, de point égalisateur justement au bâton, lance une balle à 3 pouces, 3e prise sur décision. Mais excuse, ça c'est un break. Non, c'est une 4e balle. Là. Selon moi, c'est une 4e balle. Et c'est une 4e balle, peut-être que les Blue Jays, aujourd'hui, ils se font balayer contre les Orioles. Et c'est une toute autre date limite des transactions parce que Ross Atkins, justement, il a lancé son ordinateur, son laptop des poubelles, puis on sait pas, là. Mais là, bon, ça a calmé tout le monde. Victoire 9-8. Merci beaucoup à l'arbitre derrière le marbre. Mais Nathan Lucas a-t-il frappé 4-5 circuits dans ce voyage-là? Non, mais... Il a été atroce. Il a frappé soit la longue balle ou bien c'était des retraits 4-3 ou des retraits sur des prises. C'est pas un premier frappeur, là. C'est pas un premier frappeur, Philo, là. C'est ce que j'ai dit en début d'émission. Puis là, en tout cas, on peut en parler, mais tu sais, il n'y a pas vraiment... On va en parler tout à l'heure du premier frappeur, mais Nathan Lucas, quand même, frappé la longue balle dans cette série-là. Retour des joueurs blessés. On va montrer des images. George Springer, oncle George, au bâton, se fait atteindre à l'épaule et à la tête. On regarde. Ooh! And a fastball runs up and in and hits Springer. Hey boy. Il n'a pas joué depuis, là. Il n'a pas joué depuis, Georges. J'ai hâte de voir si, justement, on va l'utiliser en fin de semaine et la semaine prochaine, mais ça a été très inquiétant. Ton joueur de l'année atteint à la tête. Moi, j'ai dit non, ça se peut pas. Quel cauchemar pour les Blue Jays. Ben moi, d'après moi, la balle a touché son épaule et le trou du casque à côté de l'oreille qui a sûrement fait en sorte qu'il a été étourdi à cause de ça. En espérant que Springer soit en mesure d'effectuer un retour au jeu ce week-end et qu'il ne soit pas obligé de faire un tour sur la liste des joueurs blessés. Alejandro Kirk va aller jouer quelques matchs avec Buffalo, 1 ou 2, on verra, devrait être de retour dimanche. Varsho aussi est dû pour revenir au jeu. Alors, écoute, Kirk s'en va
revient, pardon. Ouais, Ali ouais. Sanchez descend, pas de problème. Ensuite de ça, Springer revient. Je présume que Léo Jimenez va retourner en bas. Je pensais qu'elle allait me dire Joey Loperfido débarque. Mais non, débarque plus, là, Joey Loperfido. Là. Tu peux plus l'enlever. T'as-tu vu son match, premier frappeur contre les Orioles, bougie d'allumage, 3-4 coups sûrs. Okay. C'est peut-être justement ton premier frappeur. C'est pas un premier frappeur, je le sais. Mais écoute, la façon qu'il se comporte depuis son rappel de Buffalo, je pense que c'est 400 de moyenne, mon ami Joey. Il peut pas le débarquer, là. Mais quand Varsho revient, là, tu vas avoir un choix parce que Ty France arrive, c'est Schneider ou le Perfido, il y en a un des deux qui descend. Là. Puis Schneider, malheureusement, avec l'arrivée de Ty France, qui est aussi un frappeur droitier, il est un petit peu dans l'eau chaude, notre ami Schneider. Là. C'est pas impossible que ce soit lui qui retourne à Buffalo, je ne sais pas, on verra, mais on aura des décisions difficiles à prendre. Mais moi, je peux te dire une chose, avec le retour de ces 3 joueurs-là dont on vient de mentionner, Gavino, écoute, l'alignement des frappeurs, là, est pas mauvais. Là, on va y aller. Partons au numéro 2. Vas-y, commence par 2, oui. Springer. Débarque plus. Guerrero. Bichette. Après ça, mettons que c'est Barger, même si plus récemment, là, on voit qu'on commence à trouver les failles dans son élan, mais peu importe. Barger, 5e. Kirk, 6e. Varsho, 7e. Hey, t'es rendu à ton 7e, là. En 2 puis 7, là, j'ai pas beaucoup d'inquiétudes ou de questions à me poser. La grosse question, c'est qui ton premier frappeur? T'as-tu un gars, ou peut-être 2? Si tu me dis que c'est 2, c'est correct. Droitier, gaucher. Mais c'est qui ton premier frappeur? Écoute, tu vas avoir un comité entre Ernie Clement, Nathan Lukes, ensuite t'as Miles Straw. Écoute, heureusement qu'il était là dans la série contre Baltimore, justement, Miles Straw. Très bon, encore une fois. Qui frappe, il a frappé un gros coup de circuit, un gros double, des gros jeux défensifs, mais c'est pas ton premier frappeur. T'en as pas de premier frappeur, Philo. T'en as pas. De 2 à 9, ça se tient, mais ta bougie d'allumage, ton Ricky Anderson, tu ne l'as pas. Et je pense que tu vas y aller avec le gars le plus hot. On l'a vu, là, Schneider, il a géré comme ça toute l'année. Il a sorti le bon lapin du chapeau au bon moment. Je pense que ça va être comme ça. Ton premier frappeur, boîte à surprise. De toute façon, là, ça se tient depuis le début de l'année. Pourquoi tu changerais ça? T'sais? Non, je suis d'accord avec toi. Mais Schneider, là, les 6-7 premières semaines de l'année, il s'est entêté avec Bichette, Guerrero et Santander. C'est seulement quand Santander s'est blessé que là, il a dit, OK, on va y aller avec les plus hautes. Mais écoute, comme tu dis, ça pourrait être Clement, ça pourrait être Lukes, mais ni un ni l'autre n'est un joueur idéal pour frapper à ce rang-là. Tu parles justement des frappeurs 2, 3, 4 des Blue Jays. Depuis la pause du match des étoiles, Vladimir est le meilleur frappeur des majeurs, celui qui a le plus de coups sûrs, 21. Qui est deuxième, Beau Bichette, avec lui également 21, et Springer en a 19, il a manqué des matchs, là, imagine. Donc, Vladdy, Beau et Springer sont tout simplement en feu. Si justement ça peut se tenir, je pense que les 4 matchs d'avance, on va regarder le classement là, tout de suite, là, ça va se tenir justement du côté des Jays. 64 victoires, 46 défaites. Écoute, il reste seulement une cinquantaine de matchs à la saison, Philo. Tous les matchs sont importants. Moi, je pense qu'avec une fiche de 94 victoires, bon, les Blue Jays pourraient sortir de là avec le champion de la division Ouest. Les Yankees, 60 et 49. Boston s'accroche à 5 matchs avec 59 et 51. Mais tu sais, ça va être intéressant là, de suivre la course au championnat. C'est pas fait, là, tu sais. Je t'ai entendu la semaine dernière, écoute, on est dans les séries et tout ça. Il y a même des auditeurs et des amis qui m'ont dit hey, écoute, Philo, là, je pense qu'il y a un surplus de confiance. Il met déjà les Jays dans les séries. Philo, 3 défaites sur 4 contre Baltimore. Je sais que les joueurs étaient fatigués. C'est pas fini, là. C'est pas dans la poche pour les Blue Jays. On peut-tu se calmer un peu? Il n'y en a plus de série de 4 matchs en 48 heures à Baltimore où tu as besoin de rappeler 12 gars des ligues mineures. Il n'y en a plus de ça. Là, on va jouer pour vrai avec les vrais joueurs. Les joueurs vont revenir de la liste des joueurs blessés. Moi, j'ai confiance. Les Blue Jays, là, même s'ils jouent pour 500 là, d'ici à la fin de l'année, ils vont rentrer dans les séries éliminatoires. C'est ça la réalité. Alors, moi, je suis confiant que les Blue Jays vont être là. Maintenant, c'est de garder tout le monde en santé. On a parlé tout à l'heure de la rotation à 6 lanceurs.
je suis convaincu que quand Bieber va arriver, surtout si les Blue Jays sont encore premiers avec une avance de 3, 4, 5 matchs, là, on va dire, regarde, là, on va commencer à donner du repos à un peu tout le monde. On va donner une journée de plus de repos à Gausman. On va donner une journée de plus de repos à Scherzer. Même défensivement, Guerrero, d'après moi, là, il va au moins sauter un match par semaine où il va être frappeur désigné, puis ça va être Ty France qui va jouer, parce qu'on a ce luxe-là. Ça va être un luxe incroyable pour les Blue Jays de se donner cette permission-là, de donner une possibilité de respirer un petit peu. Parce qu'il y a des gars qui ont joué et c'est des longues saisons. C'est vrai, c'est vrai. Quelques statistiques pour compléter le tableau des statistiques. Les Blue Jays qui ont marqué 520 points depuis le début de la saison, bon 7e dans les majeurs. Regardez, là. Au chapitre de la moyenne collective, 265, c'est tout simplement sublime. Au premier rang des majeurs, 118 coups de circuit. On a commencé à frapper la longue balle avec plus de régularité depuis le mois de mai. Mais les lanceurs, 4,27, 22e dans les majeurs. On a fait l'acquisition de quelques lanceurs à la date limite des transactions. Tu sais, on accorde beaucoup de points, on en marque beaucoup. Et Jeff Hoffman, le pompier, le releveur numéro 1, celui qui est supposé fermer les livres lorsque tu es en avance en 9e manche, il y a une moyenne de points mérités le 1er août, Philo, de 4,76. 4,76. Pas un closer numéro 1, pas des chiffres de 1,2, 1,3, là, comme, je sais pas, John Wetland à l'époque des Expos. Là. On est loin de ça. Là. Moi, c'est l'affaire qui me dérange le plus. Tu sais, comme quand on identifie en début de saison un closer, puis là, choisis ta toune, puis là, il s'en vient au monticule, on ferme les lumières, on sort les feux d'artifice, on sort les shows de lumière, là, la musique à part, puis le releveur s'en vient, puis là, bing, bang, bang, il se fait frapper. Ça a l'air tellement stupide. Puis là, si John Schneider doit s'asseoir et avoir la conversation avec Hoffman, puis dire, écoute, là, regarde, on est rendu, on a fait des acquisitions, on est rendu le 1er août, on a vu ce que tu es capable de nous donner, mais à partir de maintenant, on va y aller avec Yariel Rodriguez ou on va y aller avec Sir Anthony Dominguez ou peu importe. C'est une conversation difficile à avoir. Oui, très difficile. Puis là, je le sais que Gavino, c'est super. Mais il n'est pas si important. pire. Les chiffres, là, c'est 25 en 29 en situation de sauvetage. Oublie pas, Jeff Hoffman est arrivé à quelques reprises lorsque c'était l'égalité, soit en 9e, en 10e, et il a échappé. Bon, il a accordé des coups de circuit. Je crois, pas Aaron Judge, à Ben Rice et tout ça. Dernièrement, s'est fait frapper également contre les Tigers et les Orioles. Mais en même temps, c'est pas le même mindset quand tu arrives avec les devants ou quand c'est l'égalité. Je pense que c'est là où le bas blesse du côté de Jeff Hoffman. Il n'y a pas cette mentalité-là de sauvetage ou bien lorsqu'il arrive quand c'est l'égalité. Tu sais, Gavino, moi, là, ce que je veux, là, plus que d'autres choses, c'est pas quelle manche tu vas lancer, c'est si on arrive en 8e dans un match serré, puis l'autre bord, c'est le haut de l'alignement, les 2, 3, 4, je vais avoir mon meilleur releveur à ce moment-là. Hoffman peut rentrer dans 9e pour frapper pour affronter les frappeurs 7, 8, 9, j'ai pas de problème. Le problème, c'est quand tu arrives, c'est quoi la manche la plus corsée contre les adversaires au bâton, les plus toughs? Puis là, c'est qui que tu mets au monticule? Puis ça, là, si je suis John Schneider, je m'assois autour de la table avec mes meilleurs releveurs, puis je leur dis, les boys, moi, je vais y aller avec ce que je pense qui va être le mieux pour l'équipe. Puis je veux que tout le monde respecte les décisions qu'on va prendre en 7e, en 8e et en 9e manche pour aider l'équipe à gagner, parce que c'est pas vrai que présentement, Hoffman, c'est ton meilleur, puis que sans réfléchir, ça devrait être lui à chaque fois, à chaque fin de rencontre, parce qu'on va se dire en bon québécois, on fait dans nos culottes à chaque fois que Hoffman s'en vient au monticule en fin de rencontre. Non, mais tu peux pas juste dire à Jeff Hoffman, j'ai confiance en toi, puis tu vas affronter les frappeurs 7, 8, 9. Non, tu peux pas y aller comme ça, Philo. C'est quoi cette philosophie-là? Il y a aucun gérant qui gère comme ça. D'habitude, c'est ton meilleur en 9e, à la Kaylee Jensen, à la Chapman, peu importe qui va frapper. Tu sais, un comité de releveurs en 9e manche, moi, j'y crois pas, Philo. J'ai jamais vu ça.
Tu viens d'aller chercher 2 gars qui sont capables de pousser la balle à 96, 97, 98. Oui, mais ils l'ont jamais fait. Ils n'ont pas cette expérience-là d'être dans cette chaise-là pour fermer les livres en 9e. Tu sais que c'est corsé. Puis au mois d'octobre, lorsqu'il va y avoir 50 000 personnes qui vont crier dans le stade, c'est pas le même feeling, Philo. Je vais te dire une affaire. Tu as plus de pression en 8e manche avec une avance de 1 point contre les frappeurs 2, 3, 4 que quand tu rentres en 9e avec une avance de 3 points puis tu affrontes le bas de l'alignement. Alors, il va falloir y aller intelligemment. La fameuse statistique du sauvetage, là, honnêtement, là, moi, là, j'en ai rien à cirer. Ça change rien dans ma... Moi, je veux la victoire. Le gars qui va ramasser là, le 1 à côté de sauvetage, là, ça change rien dans ma vie. Moi, je veux qu'on gagne des matchs, puis peu importe qui va être là. Alors, il va falloir y aller intelligemment en fin de rencontre du côté de John Schneider d'ici la fin de l'année. Y a-tu des joueurs qui t'inquiètent, dans le dernier voyage? Tu l'as mentionné tantôt, Addison Barger, 264 de moyenne, ça a baissé, 15 coups de circuit, c'est le festival du Moulin avant dernièrement. Des balles rapides hautes, beaucoup moins disciplinées, tente de tirer la balle à tout prix. Même chose pour Nathan Lucas, mis à part son coup de circuit, un voyage très difficile. Il y a même des lanceurs qui se sont fait frapper, là. Chris Bassett, il n'a pas traversé la 3e manche. Yariel Rodriguez, lui aussi, ça a été très, très compliqué dans une avance de 9-5. Remplit les buts, donne 3 points et tout ça. Donc, c'est pas tout rose avec les Blue Jays. Il y était 21 matchs en haut de 500, sont rendus à 18. Et encore une fois, le fameux 2 matchs en bas de 500 sur la route, le Philo, là. Oui, ben écoute, les lanceurs partants, c'est un petit peu une boîte à surprise, on va se le dire, parce que il y a, tu sais, Gausman, Bassett, il y a toujours à un moment donné un départ où ça fonctionne pas, où ils se font brasser la canisse, comme on dit. Tu sais, dans le cas de Barger, pour moi, on pouvait pas s'attendre à ce que ce gars-là soit parfait toute l'année. Là, on commence à le connaître, on commence à connaître ses faiblesses. Les balles passent à l'intérieur, il aime ça y aller, puis il n'est pas toujours capable de les rattraper. Moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu plus en séries éliminatoires où toutes les statistiques avancées, on les connaît, on connaît les forces et faiblesses de tout le monde. Je pense que Barger va avoir de la misère une fois qu'on se rend en séries éliminatoires. Mais pour le reste, regarde, ça fait partie des hauts et des bas et des aléas d'une longue saison de baseball. C'est pas parfait, mais j'aime cette équipe-là, Gavino. Est-ce que Springer et Kirk reviennent en santé cette semaine et Dalton Varsho en 30 secondes? Je pense que oui, parce que Springer, là, on a dit que c'était même une possibilité pour jouer le match 2 du programme double. Donc, d'après moi, on a juste voulu lui donner une couple de journées de plus pour se reposer. Donc, je le vois revenir dans l'alignement aussitôt que vendredi. Kirk, je pense que c'est plus pour dimanche. Et Varsho devrait être de retour ce week-end aussi. Ça va faire du bien, mon Gavino, de revoir une équipe en santé sur le terrain. Il reste 50 matchs à la saison, Philo. 50! Écoute, on aurait dit que c'était hier, le mois de mars, le camp d'entraînement, c'était le match d'ouverture. C'est tout simplement malade. C'est déjà la fin de l'émission du podcast des Blue Jays. Suivez-nous sur toutes les plateformes inimaginables. Le show est disponible partout. Philo, le mot de la fin, 10 secondes. Je m'en vais à Toronto voir les Jays cette fin de semaine face aux Royals. Je serai là samedi, dimanche. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont là-bas, envoyez-nous un message. On va venir vous serrer la pince. Salut tout le monde et à très bientôt au podcast des Blue Jays. Bye bye.